evening, ladies and gentlemen, and thanks for joining us in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. Making news tonight with 143 votes out of 156, a 84-year-old Kavayege Jibril has been re-elected as the Speaker of the Cameroon National Assembly. The same for President of the Senate, Masseniat Jifenji, a re-election that many Cameroonians do not endorse. Stay tuned to tonight's newscast for more details on this story. In sports, Union Sportif of Douala picks up the first win in the playoff down, defeating Avion Academy by 1-0. That is after Astre and Aigle of the Menoir played a tour tie. This and many more will be yours in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. Ladies and gentlemen, welcome once again. Well, the news opens in the French language with you, Oriane Donkeng. Good evening to you, Oriane. Bonsoir, Onila Donnette. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Le Parlement camerounais vient de se doter de nouveaux bureaux. À l'Assemblée nationale comme au Sénat, Kavayege Djibril et Marcel Niadi Fendi ont été reconduits à leur poste de président de la Chambre basse et de la Chambre haute. Compte rendu de cette journée électorale avec vous, Olivier Bouzik. Sans surprise, Kavayege Djibril rempile à la présidence de l'Assemblée nationale. À 84 ans, dont 32 passés au perchoir, le natif du Mayo-Sava, région de l'extrême nord, est pour la 32e fois élu président de la Chambre basse à l'issue d'une élection qui s'est déroulée ce 22 mars 2024. Sur 156 votants, il a raflé 143 voix, 13 bulletins sortis nuls. À la suite de l'élection du président, le reste du bureau a quasiment été reconduit par la même voie. Le premier vice-président, l'honorable Hilarion Eton, les 5 vice-présidents, les 4 questeurs, les 12 secrétaires. Les différents présidents et membres des 9 commissions parlementaires ont eux aussi bénéficié d'une reconduction à leur poste pour le compte de l'année législative 2024. Même son de cloche au Sénat. Marcel Niadi Fendi, 89 ans, a été réélu président du Sénat à l'issue d'un processus électoral qui s'est tenu en début de soirée. Le premier vice-président, le sénateur Aboubakari Abdoulaye, ainsi que les autres membres du bureau ont eux aussi été reconduits, à l'exception de l'entrée du sénateur Grégoire Mbamba, qui devient questeur en remplacement du sénateur Pauline Bissek, décédée il y a quelques mois. Le renouvellement des bureaux des 2 chambres rend de nouveau le Parlement opérationnel après 17 jours sans activité depuis l'ouverture de la session le 5 mars. Les prochains jours de session pourront être meublés par des plénières, questions orales, travail en commission jusqu'à la clôture de la session dans une dizaine de jours. Et aussi attendu la convocation du Congrès en vue de recevoir les serments des membres du Conseil constitutionnel récemment nommés par le président de la République. Et comment réagissent les parlementaires à la suite de l'opération de renouvellement du bureau? Quelques-uns, députés et sénateurs, se sont confiés à Olivier Bouzik. Depuis 42 ans, nous savons que ce qui s'est fait en début d'une mandature a toutes les chances d'être renouvelé jusqu'à la fin de la dite mandature. Et donc c'est ce qui vient d'être fait. On a tout simplement procédé au remplacement de notre collègue membre du bureau secrétaire qui était décédé, remplacé par un député de la circonscription qui est différent de celle qui était la sienne, mais de la même aire géographique quand même. Et donc pour nous, c'est dit que le pouvoir n'est pas à l'écoute du peuple. Parce que si on écoute le peuple, le baromètre aujourd'hui démontre que le peuple voudrait le changement. Le changement au niveau des 2 chambres. Et la préoccupation de ceux qui investissent ne se retrouvent pas dans la recherche des performances. Si on avait ce souci, on devait comprendre quand même qu'il y a un certain nombre d'années que lorsqu'on a renouvelé, ça use. Et ça fait qu'on ne soit plus prompt à l'innovation. Et ça peut plomber l'efficacité et les performances que nous recherchons dans nos institutions pour pouvoir impulser le développement. Nous nous attellerons à faire ce qu'on a toujours fait, visiter les préoccupations de nos populations et ces jours-ci beaucoup plus les problèmes d'eau et d'électricité. Nous allons sûrement également évaluer l'impact de la politique d'import-substitution validée par le chef de l'État qui vise à limiter l'importation des denrées de première nécessité. Il y a beaucoup d'avancées dans ce sens au niveau du ministère de l'économie et du ministère des Finances. Maintenant, il est question de voir comment implémenter cette stratégie et
et de voir comment impliquer beaucoup plus de jeunes dans la gestion des affaires publiques. Ça fait ma 3e mandature que je suis au Sénat. Le bon Dieu a voulu que le chef d'État me récompense avec tout ce que je fais pour le parti, tout ce que je fais pour mes populations. Le chef d'État a reconnu ses efforts et m'a amené comme questeur au bureau du Sénat. Je ne peux qu'être heureux et lui rendre grâce. Je ne suis pas venu au Sénat pour chercher de l'argent. Dieu merci, Dieu m'a donné de quoi manger. Je suis là pour faire bouger les lignes au niveau de nos régions. Je suis très heureux d'être au bureau du Sénat et je rends grâce à Dieu et grâce à mes collègues aussi qui m'ont appuyé depuis 3 mandats pour que je puisse être au niveau où je suis aujourd'hui. Ce n'est pas donné, ce n'est pas un hasard, c'est le fruit du travail et c'est la volonté de Dieu. Ce qui est important pour nous maintenant, c'est de se mettre au travail, d'essayer de rattraper un peu les jours perdus, sachant que certainement des projets de loi vont être déposés sur le bureau de la Chambre dans les prochains jours et qu'il est important que les sénateurs fassent leur travail de vote des lois et de contrôle de l'action du gouvernement. Et que pensent les Camerounais de la reconduction de ces personnalités au Parlement? Écoutons-les, ils sont au micro de Julie. Ces 2 personnalités, à leur âge, à leur niveau au niveau de compréhension de tous les Camerounais, ça ne devait pas être possible. Parce que nous savons qu'au Cameroun, il y a des jeunes qui peuvent vraiment postuler au Sénat et à la Chambre basse. Mais ça me représente rien de bon parce que quand même pas déjà partir à ce niveau-là, on le reconduit encore. Il y a les jeunes qui peuvent travailler les places. On a reconduit. Les hommes âgés, ils sont déjà bien mieux, ils ont fait le temps. Il faut laisser les autres continuer. C'est difficile d'apprendre au jour d'aujourd'hui, après 40 ans, que Kavayeye et Ignat soient reconduits. Avec tous ces jeunesses que nous avons. OK? Et tous des intellectuels. Vous voyez ce que je dis là? Donc pour moi, je suis déçu. Oui, pour moi, vraiment, la reconduction, là, vraiment, je ne comprends pas nos autorités de notre pays. On ne peut pas reconduire les mêmes gens qui sont fatigués, qui ne demandent qu'à aller au village se reposer. Or, il y a plusieurs jeunes qui sont là, il y a plusieurs personnes qui sont intellectuelles, qui peuvent prendre le pouvoir, qui peuvent prendre les choses en main pour que les choses changent. Avec les compétences qu'on a dans notre pays, vraiment, nous, quelqu'un comme moi, je suis dessus, parce que je pensais qu'on pouvait nous amener une autre personne, même au sein du RDPC, mais s'il n'y a personne, nous sommes dessus, nous les Camerounais. Parlons de toute autre chose à présent. Ce 22 mars est Journée mondiale de l'eau. Le thème de cette année est l'eau pour la paix. Ceci peut se justifier par le fait que l'accès à cette ressource vitale soit encore loin d'être universel. Elle est d'ailleurs source de tensions et même de guerres dans certaines régions. Ici à Douala, la situation n'est guère reluisante, comme on peut le constater dans le reportage qui va suivre. La simple vue de ce point de ravitaillement en eau et ses environs ferait pâlir le plus solide des estomacs. Nous sommes au quartier Kassalafam, c'est dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Le puits est tellement mal entretenu, juste par manque de moyens. Et pour l'eau à boire, on part au robinet quelque part, c'est d'ici 2 km. Là-bas, c'est toujours difficile de se ravitailler parce qu'il y a un seul robinet pour tout un quartier. Quand on arrive là-bas, il y a la masse. Il y a beaucoup de gens pour se ravitailler, c'est pas facile. Donc vraiment, il y a rareté d'eau et il y a manque de l'eau potable. Le précieux liquide se fait rare, les bonnes fontaines datent de Malthusalem et les populations se sont retournées vers les forages. Là aussi, il faut être patient et téméraire. Un forage pour tout un quartier. Là-bas, quand on arrive là-bas, on se met en rang. Pour puiser l'eau là-bas, il faut sortir à 4 heures avant d'avoir l'eau. Le puits ici nous sert juste à faire les travaux ménagers. Par exemple, pour laver les chaussures, et aussi même pour préparer. Parce que quand on arrive au robinet là, au forage là, quand il y a la masse, quand il y a beaucoup de gens, et parfois même il y a coupure d'eau. On fait même 2 jours sans eau. On est obligé de les préparer avec l'eau du puits. Et c'est pas évident. Voilà qui ouvre donc la voie aux maladies hydriques. Certains, pour contourner cela, disent ne faire confiance qu'à l'eau distribuée
par la société en charge de cette denrée. Je n'aime pas acheter l'eau en route. Oui. C'est pour ça que je buse l'eau de robinet. Oui. Tu n'as pas peur que ça de microbes? Je n'ai pas peur de l'eau du robinet. Parce que c'est une eau qui est surveillée. Ça, c'est l'eau du forage. Parce que ce n'est pas l'eau du forage que n'importe qui creuse l'eau du forage dans le marécage. Les gens ils vendent aux gens. Ils disent que c'est clair. C'est clair, mais ce n'est pas contrôlé. Il y a des microbes dans l'eau du forage. Ici, là, j'ai quand même une garantie sur l'eau de la fontaine. Garantie sur la qualité, peut-être, mais peut-on avoir la garantie sur sa disponibilité de façon permanente? Là réside toute la problématique. One common means of transport here in Douala is on commercial bikes. Well, this is because it is quite fast and affordable for its users. However, riders of these two wheels share a common habit known as bashumang. This is a system where two or more passengers are carried in order to make up for the cost of one destination. Our reporter Katrin Kone sought to find out why this is so common in Douala and what are the imminent consequences. She tells us in this report. If there is one practice that has become a norm among bike riders in the city of Douala, it's overloading. It is common to see 1, 2, 3 or more passengers on one bike. I have to buy share because the price that the people always pay is not enough for you to carry one man and take it to their destination. So you need to add another person so that you can make up the money for the length of distance, for the distance covered. Tant it is torn, no money no day. Now we say customer pay some more money, second customer pay some more. For some they go leave them pay, let it go. And going of passengers, say, is based on the person's physique. Don't just carry people because we see people. You cannot just see anybody and you carry and want to carry. No, we try to look at customers before we bash them. That part of bashman say no really fine for bashman, two persons where they don't know themselves. While this passenger is comfortable with the growing phenomenon, this lady on her part says she pays double. I like to pay my complete fee from where mostly where I'm going to. Yes, as for now I'm going to Marché Congo Mbopi. I've paid my seat. But I don't have a choice because Douala is so populated. So if you want to, and then together there's no money. If you want to take a bike alone, obviously you must pay high. There are no vehicle now. That's why we are entering this bike. We have just entered because we are seeing how the place is choked up and rain is falling. So we have to bash and go quickly where we are going because there's... However, the situation has been blamed on the current price inflation in the country. Sanction du directeur de l'hôpital de district de Messamena, le ministre de la Santé publique n'a pas suivi la procédure. L'avis est du syndicat national des personnels des établissements et entreprises du secteur de la santé du Cameroun, Cap Santé. Un appel à l'apaisement est lancé par ce mouvement syndical. Inès Pangan et Dieudonné Niassa pour les détails. Les sanctions du ministre de la Santé publique contre le directeur de l'hôpital de district de Messamena, dans la région de l'Est, sont exagérées. La suspension pour manquement à l'éthique et à la déontologie professionnelle n'a pas respecté les procédures administratives selon le syndicat national des personnels des établissements et entreprises du secteur de la santé du Cameroun, en abrégé Cap Santé. Nous nous posons la question. Il y a quand même un conseil de discipline au niveau du ministère de la fonction publique qui aurait dû se saisir de ce problème. Quand nous voyons la décision de M. le ministre de la Santé, c'est comme si tout était déjà jugé et qu'on ne voit pas le contradictoire. Le mouvement syndical dit être du même avis que l'Ordre national des médecins du Cameroun. L'Ordre médecin dans son rôle, qui est celui-là de regarder si, au fond, par rapport à l'éthique et à la déontologie, on a respecté toutes les normes, tous les canons avant de sanctionner leurs confrères. Le syndicaliste souhaite tout de même l'apaisement et la protection du médecin qui est un responsable de famille. Nous demandons au ministre de revoir
de revenir sur cette décision-là. Nous sommes au moment de la vie chère au Cameroun et nous sommes dans un coin reculé du pays. Comment va vivre ce médecin, ce responsable-là? Nous avons comme l'impression que le ministre ne couvre pas ses enfants. À l'origine de l'ascension du ministre de la Santé publique, la réponse du directeur de l'hôpital de district de Messamena à une demande d'explication à lui adressée par le sous-préfet. Le médecin dénonçait une affirmation grossièrement mensongère et la mauvaise foi avérée de l'autorité administrative. News out of the country. The World Food Programme says Zimbabwe is at the peak of its lean season, with 2.7 million people across the country facing the food insecurity even before effect of an ongoing drought kicks in. While our partner, the Voice of America, reports from Mangwe, one of the most affected districts. In southwestern Zimbabwe, crops in the Mangwe area have withered away. Even local farmers will be among Zimbabweans who need aid until next year. That includes 42-year-old Singazi Sibanda, a mother of 3 children. All my crops were burned by the sun. I don't know how we will get to next year and where we will be. The crops died at early stages. Mangwe is one of the districts in Zimbabwe most affected by drought. Local officials say some people may have to go work in nearby Botswana or in urban areas to survive. Boreholes have no water. Dams are drying up. There is no grazing grass for animals. Maybe some hay will be brought from other areas to feed the local animals. Food is being distributed in hard-hit areas. Evelyn Ndlovu is the Minister of Matabeleland South, also in the Mangwe area. She says the government is in touch with international aid agencies to get more help. Officials say the crisis is growing worse in the region due to recurring droughts caused by the El Nino weather pattern. The crop situation in Zimbabwe is very poor at the moment, and we expect that the number of people who will not have adequate stock from their own production to last them until the next harvest, which would be then by the middle of next year, that number of people who will not be able to meet their food needs over that full period will go up. Zimbabwe's government says the 2024 grain harvest will yield about 868,000 tons of grain, an alarming 62% drop from last year's total and far below the target that officials had set for this year. Aid groups say they are stepping up efforts to help. We're focusing on this January to March period, which we have identified is the peak of the lean season. It's the most critical period. But as you're mentioning, it's also important for us to provide additional opportunities so that even throughout the year, people have options and means to support their families and households. A message that brings some hope to people like Sibanda. Meanwhile, Zimbabwe's information minister says the country is working to ease food insecurity by waiving taxes on the importation of rice, maize, potato seed, cooking oil, and genetically modified maize for stock feed in a bid to lower prices for average Zimbabweans. Columbus Mavunga, VOA News, Mangwe, Zimbabwe. Suivons à présent le round-up de l'actualité en Afrique, toujours avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Dernier jour de campagne au Sénégal avant la présidentielle de dimanche. Après le retrait de dernière minute de 2 candidats, 17 prétendants en lice doivent faire leur dernier discours aux électeurs dans la journée. La campagne devant officiellement s'achever vendredi à minuit. Deuil national de 3 jours au Niger après la mort de 23 soldats tués dans une embuscade terroriste dans une région proche du Burkina Faso et du Mali. La nouvelle attaque a eu lieu alors que l'armée menait mardi et mercredi une opération de ratissage dans la région de Tillabéri.
Le président français Emmanuel Macron reçoit vendredi à l'Elysée son homologue ivoirien Alassane Ouattara, alors que Paris prévoit de réduire sa présence militaire en Afrique de l'Ouest. Les deux hommes s'entretiendront au cours d'un dîner privé et aucune communication n'est prévue à l'issue de celui-ci. La Commission nationale des droits de l'homme du Kenya pointe du doigt des négligences dans l'affaire des corps découverts dans la forêt de Shakahola. Selon l'ONG, des rapports crédibles qui auraient pu empêcher la mort de plus de 400 adeptes d'une secte évangélique auraient été ignorés par les autorités kenyanes. In sports, the MTN Elite One playoff down commenced today in the political capital, Yaoundé, with the Brazilians of Bipanda playing a 2-2 draw against Aigle of the Melwa, while Trésor Bembong opened scoring for El Pacha, but Evans' favor will equalize for the Brazilians. Donald Adimana's penalty will be cancelled by Pange Lobe to see both sides pick 1 point each. The first win of this relegation playoff goes to Union Sportive of Douala. The team who arrived later than their opponents will obtain the first 3 points thanks to Brice Léger's goal scored at the 31st minute. The games continue this weekend across the country, in Yaoundé, in Douala, in Bafang, in Buda, and in Bafoussam. Well, it's on that note that we call it quit on tonight's edition of the 8 p.m. Balingua Newscast. Do have a wonderful night in the company of our programs. Have a fruitful weekend, every viewer. Good night to you, Rian Donkeng. Bonne soirée à vous, Onila Donette. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.